ça colle pas. Euroshopping livre partout en France métropolitaine, en Suisse et en Belgique. Voici arrivé Soin liftant à la bave d'escargot. Soin liftant est une formule révolutionnaire qui atténue les rides, les taches, les boutons, les cicatrices et les vergetures en un temps record. Il aide à retarder le processus de vieillissement de la peau. Il contient des antibiotiques naturels qui attaquent la bactérie responsable des boutons. Et la présence d'acide glycolique atténue les rides, aide à éliminer les cellules mortes et resserre les pores. Soin liftant est un produit reconnu en Europe. C'est le leader mondial en cosmétiques et il est vendu dans 52 pays. Des millions de personnes peuvent en témoigner. Les résultats sont étonnants. On en met et ensuite on peut voir les rides d'expression pratiquement disparaître. C'est mon meilleur allié. Dès la première semaine, j'ai pu noter un changement sur ma peau. Le soin liftant, c'est mon secret de beauté. Avec soin liftant, oubliez les problèmes de peau. Mon soin liftant, je peux plus m'en passer. Commandez immédiatement votre soin liftant au numéro qui s'affiche à l'écran et recevez en cadeau un pot supplémentaire gratuit. C'est-à-dire 2 produits pour le prix d'un à l'occasion de cette émission. Ménagez votre peau, atténuez vos rides, vos cicatrices et vos boutons avec soin liftant. Un produit extrait de la sécrétion de l'escargot, le seul animal capable de régénérer sa propre coquille grâce à une substance quasi extraordinaire, l'hélicine. Commandez immédiatement votre soin liftant au numéro qui s'affiche à l'écran et recevez en cadeau un pot supplémentaire gratuit. C'est-à-dire 2 produits pour le prix d'un à l'occasion de cette émission. J'en ai commandé un et on m'en a envoyé 2 et ça n'a pas mis longtemps. N'attendez plus, appelez maintenant pour commander votre soin liftant qui vous aidera à retrouver un visage jeune, éclatant et sans imperfection. Essayez-le durant 15 jours et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous pouvez nous le renvoyer, vous serez entièrement remboursé. N'hésitez plus, retrouvez la peau de votre jeunesse, un teint éclatant et rayonnant. Vous pourrez constater une nette amélioration de votre peau pour 79,95 € seulement. Vous pouvez aussi commander sur notre site internet. Pour la Suisse et la Belgique, commandez aux conditions et aux numéros qui s'affichent à l'écran. Chez Euroshopping, vous êtes toujours satisfait ou remboursé. Ma prochaine invitée est une des spécialistes les plus célèbres d'Amérique du Sud. C'est Constance Martinez. Constance, bienvenue. Merci bien. J'aimerais que vous nous disiez quels sont les problèmes de peau les plus courants qu'ont les femmes et les hommes. Ce sont les boutons, le vieillissement prématuré de la peau ainsi que les problèmes qui en ce moment deviennent impressionnants et qui sont les taches dues au soleil. Constance, dites-nous quel résultat peut attendre quelqu'un qui utilise ce produit. Je peux vous dire que les résultats peuvent être extraordinaires sur les problèmes de boutons. Parce que l'hélicine contient des antibiotiques naturels ainsi que des hydratants naturels. Ce qui est très important en ce qui concerne le traitement contre l'apparition de taches sur la peau qui sont dues à l'exposition au soleil. Je peux donc assurer que les résultats peuvent être excellents. Pourquoi ? Mais parce que l'hélicine est une protéine naturelle qui est extraite de la bave d'escargot. Par conséquent, 100% naturelle. Une de ses qualités est de nous aider à nous hydrater car elle contient de l'acide glycolique naturel, des antibiotiques naturels, que toutes les peaux assimilent parfaitement bien. Au bout de combien de temps une personne de votre expérience commence à voir des résultats pour les boutons ou les taches? À partir de 3 semaines, on peut noter des résultats intéressants. Ils sont d'ailleurs progressivement efficaces et dépendent surtout du déroulement de tout le traitement, car il s'agit d'une régénération cellulaire. Vous m'expliquiez tout à l'heure qu'un des problèmes que vous, les spécialistes, rencontrez, quand vous dites à un client utilisez cette crème-là pour les petites taches ou celle-là pour les boutons et ainsi de suite, le problème c'est qu'ils les utilisent une semaine et ensuite ils abandonnent. J'avoue que maintenant, Soin Liftant m'est d'une aide extrêmement précieuse. Et pour tout le monde également, parce qu'on a toutes les crèmes en une seule. C'est pratique. Exactement. Le plus important, c'est que maintenant, je voudrais appliquer ça aux vergetures. C'est vrai, c'est d'une importance capitale, parce que ce régénérateur cellulaire contient des protéines et de l'élastine qui est un composant indispensable pour la peau, et que petit à petit, nous perdons. Et qu'au bout d'un certain temps, on va perdre la capacité de la produire naturellement. Alors nous pourrons en apporter avec l'hélicine, parce que l'élastine qui existe s'atténue à cause d'une mauvaise nutrition de la peau.
Il est donc extrêmement important d'empêcher ça. Il faut absolument éviter que notre peau se dessèche, se parchemine. Soin liftant est donc une bénédiction pour mes clients et pour moi-même. Depuis que j'utilise Soin Liftant, ma peau, elle est devenue plus lisse. J'ai l'impression qu'elle se régénère. Le Soin Liftant, je ne peux vraiment plus m'en passer. J'ai une cicatrice sur le genou droit qui me dérangeait énormément. Je ne pouvais absolument pas me mettre en jupe. Depuis que j'utilise le Soin Liftant, je suis contente. Je peux me mettre en jupe. Ma cicatrice s'est estompée. Aujourd'hui, nous avons en un seul produit la possibilité d'avoir enfin la solution idéale qui va nous aider à atténuer et à diminuer toutes ces imperfections, comme les boutons, les rides, les taches et les vergetures, à refermer les pores et à retarder les premiers signes de vieillissement de la peau. La peau est une véritable carte de visite. Nous avons une seule et unique peau pour toute notre vie. Et c'est notre responsabilité de prendre soin de cette unique peau. Désormais, nous avons tous accès à ce produit. Un produit qui prendra que quelques minutes de votre temps. Maintenant, oubliez la routine de la multitude de produits en une seule journée. Il y a dorénavant un seul traitement qui va se montrer très efficace et avec lequel vous aurez des résultats impressionnants. J'ai prêté Soin Liftant à ma mère. Maintenant, elle veut plus me le rendre. Soin Liftant, j'adore son effet lissant. Ce que j'aime bien, c'est son parfum quand je l'applique le matin. C'est frais. Chez Euroshopping, commandez avec simplicité par téléphone ou sur notre site internet. C'est simple et rapide. Vous y trouverez toutes nos offres. Commandez immédiatement votre Soin Liftant au numéro qui s'affiche à l'écran et recevez en cadeau un pot supplémentaire gratuit. C'est-à-dire 2 produits pour le prix d'un à l'occasion de cette émission. Ménagez votre peau, atténuez vos rides, vos cicatrices et vos boutons avec Soin Liftant. Nous recevons aujourd'hui un invité très spécial. Il s'appelle Gabriel, il est âgé de 21 ans, il est étudiant et depuis l'âge de 12 ans, il a un vrai problème qui, je dois le dire, touche environ 50% des adolescents. Les boutons. Gabriel, bienvenue, raconte-nous ton problème. Oui, c'est vraiment un problème. Mais en réalité, le problème, c'est que ça me complexe depuis que je suis à l'école. Pendant ma vie d'étudiant, ma scolarité à l'université, c'était vraiment difficile. J'avais beaucoup de mal à fréquenter les autres. Et surtout les filles. C'était pas évident. Complication. Il n'y a pas de doute. Bon, donc si je comprends bien, tu as déjà essayé toutes sortes de produits et tu as dépensé beaucoup d'argent. Et tout ça sans obtenir de résultats vraiment efficaces. Alors comment en es-tu venu à Soin Liftant à la bave d'escargot ? En réalité, je dois dire que c'est une longue histoire. J'ai essayé toutes sortes de choses, tous les soins possibles et inimaginables. J'ai vraiment tout testé jusqu'au marabout. Mais une fois, je regardais la télévision et comme je suis du genre zappeur fou à rester toute la nuit sur la télé, je suis tombé sur un programme qui parlait de votre produit, Soin Liftant. Dans l'émission, quelqu'un disait qu'on obtenait des résultats immédiats avec ce produit. Alors j'ai été convaincu et je l'ai acheté. J'ai appliqué Soin Liftant et en quelques jours, j'avais déjà des résultats. Quelques semaines après, je n'avais presque plus rien. Je sais que si un jour ça recommence, je pourrai remettre du produit. Et le problème sera vite pratiquement éradiqué et résolu. Donc tu le conseilles à tous les adolescents et à toutes les mères qui sont en train de nous regarder et qui ont ce genre de problème. Parce que quand un enfant souffre, sa maman souffre aussi. Oui, bien sûr. Mais ce conseil s'adresse également à tous les pères de famille pour qu'ils évitent ce genre de problème avec leurs enfants garçons ou filles. Voici arrivé Soin Liftant à base de bave d'escargot. Soin Liftant est une formule révolutionnaire qui peut atténuer les rides, les taches, les boutons, les cicatrices et les vergetures en un temps record. Il aide à retarder le processus de vieillissement de la peau. Il contient des antibiotiques naturels qui attaquent la bactérie responsable des boutons. Et la présence d'acide glycolique peut atténuer les rides, aider à éliminer les cellules mortes et à resserrer les pores. Soin Liftant est un produit reconnu dans l'Europe entière. C'est le leader mondial en cosmétique et il est vendu dans 52 pays. Des millions de personnes peuvent en témoigner. Les résultats sont étonnants. On en met et ensuite on peut voir les rides d'expression pratiquement disparaître. C'est mon meilleur allié. Le Soin Liftant, c'est mon secret de beauté. Avec Soin Liftant, oubliez les problèmes de peau. Mon Soin Liftant, je peux plus m'en passer. Commandez immédiatement votre Soin Liftant au numéro qui s'affiche à l'écran et recevez en cadeau un pot supplémentaire gratuit. C'est-à-dire 2 produits pour le prix d'un à l'occasion de cette émission. Ménagez votre peau, atténuez vos rides, vos cicatrices et vos boutons avec Soin Liftant. Un produit extrait de la sécrétion de l'escargot, le seul animal capable de régénérer sa propre coquille grâce à une substance quasi extraordinaire, l'hélicine. N'hésitez plus, recevez un pot gratuit avec votre commande. Gratuit,
complètement gratuit en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran. N'attendez plus, appelez maintenant pour commander votre soin liftant qui vous aidera à retrouver un visage jeune, éclatant et sans imperfection. Essayez-le durant 15 jours et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous pouvez nous le renvoyer, vous serez entièrement remboursé. N'hésitez plus, retrouvez la peau de votre jeunesse, un teint éclatant et rayonnant. Vous pourrez constater une nette amélioration de votre peau pour 79,95 € seulement. Vous pouvez aussi commander sur notre site internet. Pour la Suisse et la Belgique, commandez aux conditions et aux numéros qui s'affichent à l'écran. Chez Euroshopping, payez en toute simplicité par carte bancaire. Chez Euroshopping, la qualité, c'est notre priorité. Tous nos produits sont testés et validés par des laboratoires spécialisés. Pour toute question, notre service client est accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h au 0820 210 691. C'était les Must d'Euroshopping. Merci d'être resté en notre compagnie. Cap sur le City Break, tout de suite sur Escale. De l'Alaska à l'Himalaya, les montagnes conservent leur part de mystère. Ceux qui les peuplent en détiennent jalousement les secrets. Népal, Tibet, Inde du Nord, Canada, Escale vous livre les mystères de la vie au sommet. Cap sur les peuples des montagnes, aujourd'hui à 16h30 sur Escale. Vienne. Écrin de douceur lové dans les bras du Danube. Petit bijou romantique oublié du temps. D'emblée, la capitale autrichienne fascine par son charme et son charisme irrésistible. Sans doute ressent-on sans le savoir, lorsque l'on s'y promène, la richesse de son histoire. Celle d'une ville qui enfanta les mouvements artistiques les plus audacieux, les créateurs les plus révolutionnaires et inventa la psychanalyse dans la chaleur de ses cafés. Celle d'une capitale qui, il y a moins de 100 ans, régnait encore sur un empire et qui aujourd'hui offre au monde ses plus beaux joyaux, châteaux, palais, églises et autres bibliothèques. Ici, le temps s'est un peu arrêté et on ressent un vrai bonheur de vivre. L'idéal pour changer de vie le temps d'un week-end. À Vienne, les traditions sont plus vivaces qu'ailleurs, et ce n'est pas Christoph Kremer qui dira le contraire. À 37 ans, ce costumier et décorateur d'origine allemande qui vit et travaille dans la capitale depuis 13 ans baigne dans la culture viennoise. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans les immenses et prestigieux palais impériaux avec Maximilian Platzer. Ce patron de café viennois s'occupe d'organiser chaque année une des plus célèbres traditions de la ville, le bal des cafetiers. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe de la scène. L'idée, en fait, ce serait de retirer le rideau et de créer une sorte de fontaine printanière qui crache des boutons de fleurs dans la salle. Comme le thème du bal, c'est le printemps,
On devrait adapter les décors de fleurs aux costumes des danseurs et des chanteurs afin que tout forme une unité. Passend zu den Tänzern, die Kostüme der Tänzer, Kostüme der Sänger machen, dass eben alles eine Einheit bildet. Sie sind hier in der Wiener Hofburg. Nous sommes dans la Hofburg, c'est-à-dire le palais de l'empereur. C'est l'un des endroits les plus célèbres de Vienne, l'une des plus belles salles de Vienne, voire d'Europe. Ce lieu a quelque chose de très particulier, car la tradition des bals viennois est très particulière. Und diese Wiener Balltradition ist einfach wirklich etwas Einmaliges in ganz Europa und hat sich auch hier erhalten. Sonst ist das Haus La plupart du temps, cette salle est fermée aux Viennois. C'est pourquoi le bal des cafetiers connaît un grand succès, car il permet aux clients des cafés d'entrer dans la Hofburg, alors que le bal des médecins ou le bal des jurys sont uniquement réservés à ces catégories professionnelles. Ärztebälle, Juristenbälle, also das sind Standesbälle, wo eben nur diese Berufsgruppen Zutritt hatten. La façon dont les invités pénètrent dans la salle de bal, l'introduction des invités d'honneur masculins, de même que la façon dont les dames et les hommes font la révérence, tout cela correspond au protocole officiel de la cour. La tradition n'a de sens que lorsqu'elle est vécue. Tous ceux qui se rendent à ce bal jouent un rôle en même temps, comme s'ils se trouvaient dans un conte. L'invité s'adapte à la dimension spatio-temporelle du bal. Il porte un smoking, une redingote ou une longue robe de soirée, et de cette façon la tradition est respectée. Und damit ergibt es das Ganze die korrekte Stimmung. Ah, le poids des traditions. Le modèle viennois ne laisse pas beaucoup de place à la nouveauté. À vrai dire, il y a très peu de rebelles à Vienne, car ils restent très polis. Alors c'est un peu un problème d'apporter la modernité dans ces lieux historiques. Ce n'est pas évident, c'est vrai. C'est pourquoi en Autriche, il faut prendre la tradition au second degré, la contempler du coin de l'œil, ne pas la prendre trop au sérieux. Nicht zu ernst zu nehmen, schon so zu machen, aber nicht immer todernst. Es darf ein bisschen Spaß schon dabei sein. L'église des Capucins, une église a priori quelconque au cœur de Vienne. C'est là, derrière ces lourdes portes, en bas des escaliers, que reposent les corps de ceux qui pendant des siècles ont incarné ces traditions, les Habsbourg. C'est aussi là que travaille Leonard Stramitz. 30 ans que ce restaurateur burine, gratte, décape, rafistole des tombeaux. Je restaure les métaux. Ici, c'est de l'étain. J'enlève les corrosions, je colmate certaines parties. C'est un travail très minutieux. Je suis dessus depuis 1 an et demi et je pense le terminer dans 6 mois. C'est un travail de longue haleine. Les ornements et les motifs sont très fins et c'est difficile de les reconstituer. Parfois c'est un peu ennuyant, mais de manière générale c'est intéressant, car les tâches ne sont jamais les mêmes et ça rend le travail moins monotone. À quelques mètres de là, juste derrière la porte de l'atelier, la fameuse crypte des Habsbourg. 139 sarcophages, 4 siècles de dynastie impériale. Avec le temps, Leonard Stramitz ferait presque partie de la famille. Au début, ça m'a paru un peu bizarre, mais au fil du temps, je m'y suis fait. Et après tout, c'est un lieu de travail comme un autre. Je me concentre sur le côté artistique du travail du métal et je ne pense pas aux morts tout autour.
Là, il y a un bon exemple de corrosion. On peut voir que la statue est abîmée par les touristes. Leurs mains moites contiennent de l'acide qui détériore le métal. Il arrive même que les gens enlèvent des croix pour les emporter comme souvenir. Alors on est obligé d'en refaire d'autres. Mais le sarcophage qui pose le plus de problèmes, c'est sans doute celui-ci, le clou de la visite pour les touristes. Ici, nous avons le tombeau de François-Joseph et de l'impératrice Marie-Élisabeth, plus connue sous le nom de Sissi. Les gens touchent tout, alors qu'on a un système d'alarme qui sonne à chaque fois. Mais ça ne sert à rien, ils touchent quand même. Les touristes déposent régulièrement des fleurs et des objets humides sur la tombe, et ça attaque le métal. Alors on est obligé d'enlever régulièrement les fleurs, mais c'est pas toujours facile. À une portée de calèche de là, à l'autre bout de la place, le souvenir de Sissi est plus vivant que jamais. La maison Köchert est devenue la joaillerie personnelle de l'empereur en 1848 et, aujourd'hui encore, les descendants de la famille continuent de faire perdurer le souvenir de la célèbre impératrice. Ça, c'est une broche qui était faite pour l'impératrice Elisabeth Sissi. C'était dans les années 1870, quelque chose comme ça. Et c'était typique pour l'époque parce que c'est dans le style de la Renaissance. Et on voulait montrer que l'art de l'orfèvrerie à cette époque était aussi bien que dans l'époque de Renaissance. Mais beaucoup plus connu, naturellement, sont ces étoiles en diamant que Sissi a portées dans ses cheveux. Et ça, ces étoiles sont devenues tellement connues parce que la peinture la plus connue de Winterhalter, c'est l'impératrice avec 9 étoiles dans ses cheveux. La jeune impératrice, tellement belle. Alors, avec Sissi, ces étoiles sont devenues immortelles. Elle a arrêté de porter joaillerie quand son fils Rudolf est mort. Et elle a offert toutes ces étoiles et toutes autres pièces magnifiques à ces dames de la cour. Alors aujourd'hui, quelques familles gardent toujours ces très connus diamants qui étaient à l'époque offerts par l'impératrice, même à ces dames de la cour. À l'occasion du centenaire de la mort de l'impératrice, en 1998, la bijouterie a décidé de sortir une nouvelle collection autour des étoiles de Sissi. Le succès a été tel qu'elle est devenue une partie importante des ventes actuelles du joaillier. Alors on a les petites étoiles. Ça commence à peu près 230 € et ça va jusqu'aux grandes pièces. Ces pièces coûteraient 64 000 €. D'une partie, on peut dire que ces étoiles sont vraiment des classiques. Alors, ce sont aussi des pièces modernes. On ne voit pas le temps sur la pièce. Mais à l'autre côté, c'est bien sûr la personnalité de l'impératrice. Sissi est tellement connue, elle a un tel mythe autour d'elle, un peu comme Lady Di d'aujourd'hui, c'est Sissi de l'histoire, avec le film de Sissi et tout ça. Elle est un peu héros, une idole de beaucoup de gens. Alors, avec une pièce comme ça, on peut acheter peut-être une petite partie de cette culture, de cette mythe. Mais Vienne ne vit pas que dans les souvenirs de son passé prestigieux. Au quotidien, la capitale est d'abord un havre de paix, bercé dans la verdure et la douceur des parcs, comme le Prater et sa célèbre Grande Roue.
À Vienne, les grandes forêts sont proches et 600 hectares de vignes dégringolent vers la ville. Elles ont d'ailleurs donné naissance à l'une des traditions les plus vivaces d'Autriche, les Heurigen. Le Heurige est un endroit où l'on cultive et où l'on boit du vin. On cultive les raisins et on les laisse fermenter pendant 2 ou 3 mois. Et on vient boire le vin entre amis ou en famille. C'est la fonction du Heurige en Autriche. Et quand arrive le soir, on arrête le travail, on boit un verre ensemble, on mange un petit quelque chose, on parle de la récolte, du travail. C'est très sympa. Bon, je vais vider mon seau. Ici, on porte la tenue traditionnelle autrichienne. Pas pour la caméra ou pour le folklore, juste par habitude. Les Heurigen sont situés dans les arrondissements les plus éloignés de Vienne. Ce sont de grosses tavernes conviviales où les Viennois se réunissent le week-end pour passer un moment simple autour de la cuvée du cru. Ce Heurige a été créé en 1604 et après 4 siècles, c'est toujours la même famille qui le tient. Au menu, il propose des plats traditionnels à base de viande, de boudin, de lard, choux et autres gourmandises appétissantes. Mais attention à la ligne. Le Naschmarkt, le plus célèbre marché de Vienne et d'Autriche. Les étals s'y succèdent, proposant une incroyable diversité de produits d'Europe et d'Orient dans un joyeux brouhaha de langues étrangères parfumées d'odeurs mielleuses et exotiques. C'est ici que Jürgen Wolf, jeune cuisinier de la nouvelle garde autrichienne, vient trouver son inspiration loin des standards de la lourde et copieuse cuisine traditionnelle. Et il lui en faut des idées pour proposer tous les jours dans sa carte de nouvelles saveurs audacieuses. Je vais essayer de combiner ces quetchs avec le poisson. J'ai déjà ma petite idée. Ici, c'est le fabricant de vinaigre le plus recherché, le plus innovateur et le plus engagé d'Autriche. Nous pressons des fruits frais. Nous faisons fermenter le jus en vin, puis en vinaigre. Donc, nous n'utilisons pas d'arômes artificiels. Ce sont des produits entièrement naturels. Nous produisons des vinaigres à partir de vins doux, comme par exemple le Sauterne en France. Nous faisons différentes sortes de vinaigres balsamiques. Sans caramel, vraiment naturels, des vinaigres de pommes, de sureau, de prunes, de coing. Nous faisons aussi des vinaigres à boire comme digestifs. À la place d'un schnapps, d'une liqueur, vous avez un digestif non alcoolisé, très sain, goûtu et différent. On exporte partout dans le monde aux meilleurs chefs et aux plus grandes épiceries fines. Mais nous sommes très petits. Dans son petit restaurant rempli tous les soirs, Jürgen Solofourneau propose une cuisine exigeante à prix raisonnable. C'est une recette légère, répondant aux critères internationaux. Je coupe les quetchs et je les ajoute au poisson. Ça donne une petite note fruitée. Et pour finir avec un vrai goût de fruits, je vais rajouter un peu du vinaigre de cassis que j'ai acheté ce matin au Naschmarkt. Voilà, le plat est presque prêt. Je trouve que c'est une cuisine très tendance. Et je trouve ça génial de réinventer la cuisine autrichienne de cette manière.
Au cours des 10-15 dernières années, beaucoup de choses ont changé dans la gastronomie à Vienne. Des jeunes cuisiniers ont tenté d'apporter un souffle nouveau à la cuisine viennoise. Certains ont réussi, d'autres non. Moi, je pense que la tradition et la modernité peuvent cohabiter. Les clients s'y connaissent de mieux en mieux et ils sont de plus en plus exigeants. Et après un bon repas, rien de tel qu'un bon café. Dans un café viennois, bien sûr. À Vienne, ils sont une véritable institution. Café Weimar, Landmann, Schwarzenberg ou Spörl, autant de noms qui sonnent familièrement aux oreilles des Viennois. Pas question d'y siffler un petit verre au comptoir avant de filer en vitesse. Ici, on s'adapte au rythme de la ville et on prend le temps de discuter, rêvasser, écrire ou bien lire les journaux qui sont tous à disposition des clients. Il y avait une époque durant laquelle on ne voulait rien savoir des anciennes traditions. L'établissement était quasiment vide. Les clients réguliers ne venaient plus et les jeunes n'assuraient plus la relève. Depuis, les tendances se sont inversées et les jeunes reviennent au café. Ils se sentent bien chez nous et cela fait notre bonheur. Près de 40 ans que M. Staub veille sur la destinée du café Spörl. Et ici, rien n'a changé. Les meubles, les lustres, les petits anges au plafond, tout a été figé comme dans un musée où l'on peut quand même s'asseoir pour prendre un café. Il existe d'innombrables sortes de café et de méthodes de préparation. Le plus difficile, c'est lorsqu'un client demande juste un café. Ça n'existe pas. Demander un simple café, ce n'est pas clair. Le client doit préciser s'il veut un café noir ou un café au lait. Et s'il le prend avec du lait, il doit bien sûr préciser la quantité de lait. Car le nom d'un café diffère selon la quantité de lait servi. Une goutte de plus ou de moins et on obtient un café différent. C'est pourquoi il est difficile de dire combien il existe de cafés. Quand on sert un café noir et qu'on y ajoute de la mousse de lait, on obtient un Einspenger. Et si l'on rajoute à cette Einspenger une liqueur d'orange, on obtient un Maria Theresia. En fait, c'est comme les cocktails. Il existe une variété infinie de cafés. Alors, nous avons demandé à M. Staub de nous montrer ce que c'était qu'un bon café et il nous a fait une petite démonstration. Je voulais vous montrer comment on fait le meilleur café. C'est une cafetière particulière dont la partie supérieure possède un filtre en porcelaine. Il n'y a donc pas besoin de filtre en papier ou en fer. Et cela donne un café particulièrement savoureux. La bonne vieille machine à moudre le café du temps de grand-mère. Je ne l'utilise qu'exceptionnellement, mais ça reste un moyen sûr de moudre le café. Cette tasse répartit le jet d'eau sur le café comme un arrosoir. Maintenant, on verse l'eau chaude et ça y est, on peut servir le café. Un nuage de lait. Formidable. Mais ce qui a fait la réputation de Vienne au fil des siècles, c'est évidemment la musique. Les plus grands noms s'y sont succédés, de Mozart à Beethoven, de Schubert à Brahms, de Strauss à Mahler, et ils ont marqué à jamais la ville de leur empreinte. L'Opéra de Vienne est certainement le témoignage le plus extraordinaire de ce passé prestigieux, avec son grand escalier d'honneur et sa somptueuse salle de 1700 places. Retrouvons Christoph Kremer. Ce soir, il a justement rendez-vous à l'opéra pour mettre la touche finale au costume d'un ballet. Moi, je pense que c'est une des plus grandes scènes au niveau international, au niveau de la réputation.
pense que c'est une des plus belles scènes, un des plus beaux théâtres. Au niveau du répertoire aussi, c'est intéressant, quoi. Au niveau de la danse, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais au niveau de l'opéra et de la réputation, c'est un pilier, je pense, de l'art moderne, quoi. Donc, ouais, même pour un danseur, c'est bien d'être là. Bon, je vous laisse en bonne main. Ciao. Kommt ihr mal rüber? Tu peux venir voir? Ça, c'est un costume de bourgeois. Il n'est pas devenu un peu petit avec le temps? C'est une robe autrichienne typique, un costume traditionnel qui joue sur les transparences. Et en dessous, le sous-vêtement est aussi une tenue d'époque. Exceptionnellement, nous avons l'autorisation de pénétrer sur scène parmi les artistes. Nous sommes sur la scène de l'Opéra de Vienne, juste avant la représentation du prochain ballet qui va commencer, Petrouchka, de Stravinsky. Les lumières ne sont pas encore réglées, mais les danseurs sont sur scène avec leurs costumes. C'est donc un moment très particulier et décisif, car tout le monde est un peu nerveux et les danseurs veulent réussir leur rentrée sur scène. C'est un personnage de bourgeois dans cette pièce. C'est un costume de l'époque Biedermeier qui joue sur les transparences. Et lorsqu'il l'enlève sur scène, il ne porte plus que les sous-vêtements. Bien sûr, pour un costumier, travailler sur une des plus grandes scènes, c'est très gratifiant dans sa carrière. Petrouchka doit être le 10e ou 12e ballet que je réalise pour l'Opéra de Vienne. Le lendemain, nous retrouvons Christophe Kremer dans un de ses endroits favoris, le Museumsquartier. Un complexe culturel réunissant deux musées au design épuré, une galerie garnie de magasins, bars, bibliothèques et autres lieux d'exposition. Un lieu de rencontre et de détente apprécié des Viennois qui aiment venir lézarder au soleil. Ce bâtiment ici, c'est l'ancienne école d'équitation d'hiver de l'empereur d'Autriche. Elle a été transformée en salle polyvalente et c'est une salle qui présente aujourd'hui une formidable symbiose entre la tradition et la modernité. Elle accueille maintenant les festivals de théâtre. Christophe Kremer vient superviser l'installation des décors d'un autre opéra, moderne celui-là. Le nouvel opéra de Vienne est formé par un groupe de comédiens qui jouent beaucoup de pièces musicales, de théâtre, d'art contemporain, de première et d'avant-première. C'est un groupe qui a une réputation internationale pour le théâtre musical contemporain, l'opéra, le théâtre musical du XXe et du XXIe siècle. Dans un autre bâtiment du Museumsquartier, on trouve Pulse TV, chaîne d'information destinée à l'agglomération viennoise. Mélanie Mériot y présente un programme quotidien sur l'actualité culturelle de la ville. On ne trouve pas que des musées à Vienne, c'est aussi une ville jeune qui bouge. On y rencontre des gens de tous horizons. Il suffit de se remuer et de sortir un peu pour trouver les bons coins. Ancien mannequin international, familier des nuits underground, Mélanie fait partie avec son groupe les Menstruations Monsters de cette nouvelle génération qui bouscule les bonnes habitudes de la vieille capitale. Elle nous donne rendez-vous dans son quartier général, le Familian Seats, un local à la déco trash qui fait office de showroom pour sa propre collection de vêtements. Bien loin des robes à crinoline de Christophe Kremer. C'est aussi un lieu de fête et de rencontre pour les habitués d'une Vienne différente. Vu de l'extérieur, Vienne n'a malheureusement pas l'image d'une ville dynamique. Beaucoup de personnes âgées y vivent et l'âge moyen de la population est élevé. Il est donc difficile de faire venir des jeunes. Il faut pouvoir entrer dans le milieu et c'est vrai que connaître des gens de la scène viennoise n'est pas évident. Mais Vienne est une ville qui bouge, seulement il faut savoir où aller. Vienne a pas mal changé ces 3 à 5 dernières années. Je suis partie en 2000 pour revenir en 2002 et je peux vous dire que la situation n'est vraiment pas comparable.
Mélanie a accepté de nous montrer ses lieux de sortie favoris. Suivez le guide. Je vais au Flex, l'incontournable Flex. C'est une discothèque destinée aux gens qui s'intéressent à la culture underground et qui veulent échapper à la musique commerciale. Comme la programmation est variée, on y trouve des gens de tous les milieux et de toutes les catégories sociales. Enfin, ici c'est cool et on s'amuse bien. Le lundi, il passe du reggae, le mardi de la techno, les mercredis et vendredis du rock, le jeudi de la drum and bass. Mais ce qui caractérise le Flex, ce sont les DJ de house et de techno. Ils sont vraiment au top du top. Et pour finir la soirée en beauté, rien de tel que l'animation conviviale d'un bar branché. Nous sommes au Schikaneder, le plus ancien cinéma de Vienne, créé dans les années 50. La salle de cinéma se trouve juste derrière, elle est d'ailleurs assez petite et pas très confortable, mais très originale. Il y a beaucoup d'anciens cinémas à Vienne. Celui-ci est différent, car il fait bar et club en même temps. De plus, il est dans le 4e arrondissement de Vienne, un quartier vivant où les gens aiment sortir. Au revoir et bonne nuit, je suis fatiguée, je rentre chez moi. Au cœur de la forêt tropicale congolaise, le danger est partout. Gorilles menaçants, fourmis géantes et crocodiles affamés, la belle Charlotte n'a peur de rien. Elle survit à tout et finit par trouver de vrais petits coins de paradis. Le côté obscur de la jungle, c'est en exclusivité sur Escale. Au cœur de la forêt tropicale, le monde de l'ombre, ce soir à 19h30 sur Escale. Vu de loin, une impression de quiétude se dégage du Caire. On serait tenté de croire que les rives du Nil sont un rempart de verdure contre la rudesse du désert. Mais on s'aperçoit vite que cette image est révolue. Aujourd'hui, le Caire est la plus grande métropole d'Afrique. La ville vous entraînera dans ses labyrinthes, vous y perdra peut-être, mais vous charmera. Et surtout, n'ayez pas peur, il y aura toujours une bonne volonté pour vous aider. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai suivi ce chauffeur de taxi en particulier, mais j'ai la conviction qu'il fera tout son possible pour me faire aimer le Caire. There is a place where I wanna be, where it is all waiting for me. I know I will find beyond any doubt somebody's waiting to show me a road. Difficile de décrire le Caire. Vaste étendue noyée sous la circulation, les contradictions, l'histoire et encore plus de circulation. Mon chauffeur est charmant. Originaire de Gizeh, il a grandi tout près des pyramides.
Chameaux, pyramides, plein de choses à voir sur le plateau de Gizeh. Tu gagnes un peu d'argent grâce aux visites. Tu veux bien être mon guide? Avec plaisir. Premier séjour ici? Oui, premier séjour en Égypte. Ça va vous faire un choc. Déjà vu les pyramides? Non, c'est vraiment la première fois que je viens. Première fois au Caire et en Égypte. On fera une balade à dos d'éléphant égyptien. Un chameau? Tu m'en trouveras sûrement un bien. Tu t'appelles comment? Farak. Mais on m'appelle Franck. Ah, ça fait plutôt américain. Oui, mais c'est pas Frankie Goes to Hollywood. Frankie Goes to Gizeh alors. Moi c'est Michael. Quelle a été ta première impression en arrivant à l'aéroport du Caire? Ma première impression? Sur l'Égypte, la façon dont on vit. Je ressens une certaine complexité. Quand tu en sauras davantage sur l'histoire de l'Égypte, ta personnalité changera. Quelque chose va m'arriver? Une transition spirituelle? Exactement. Les gens viennent ici et parlent d'Orion, des étoiles, des changements dans l'univers et notre planète. Pour nous, le monde et l'univers changent quand on a fait du bon business dans la journée. Au moins, c'est direct. Je ne sais pas si Farak croit vraiment à son discours sur la transition spirituelle. Je pense qu'il est parfait pour des gens très crédules, genre californiens gonflés d'espoir à l'idée de se redécouvrir dans l'aura du Sphinx. Je me ferai moi-même mon idée. Dans l'après-midi, j'ai quitté le sanctuaire de ma chambre d'hôtel pour m'aventurer dans cet univers inconnu, décidément très vaste. L'armée égyptienne teste un nouveau dispositif pour veiller à la sécurité des piétons qui traversent, des cordes. Personne au Caire, pas même les véhicules motorisés, ne se soucie des feux de circulation. Vous ne serez donc pas étonné si je vous dis que traverser la rue peut vous coûter la vie. Le Caire est loin d'être l'idéal pour les promenades et la flânerie. Il n'y a que peu d'endroits qui échappent au bruit assourdissant et à la circulation. Mais il en existe pourtant, comme le souk. Ici, le jeu ne consiste plus à échapper aux bus et aux voitures, mais aux vendeurs. L'Égypte n'étant pas un pays riche, chaque occasion de gagner de l'argent grâce aux touristes est exploitée. J'ai bien intégré cette donnée avant de téléphoner à Farak pour lui demander de m'emmener à Gizeh le lendemain. Cette ville située dans la banlieue du Caire me fascine littéralement. Ses habitants vivent essentiellement du tourisme. Voilà les grandes pyramides. La deuxième pyramide et la troisième ici. Plus les trois petites qui font face à Mykérinos. Il y a beaucoup de monde là-bas. À 9 ans, Frankie vendait déjà des cartes postales et des cartes touristiques pour gagner un peu d'argent. Mais sa personnalité enjouée lui permit rapidement d'être promu pour accompagner les touristes dans les bus. J'étais très mignon quand j'étais petit. Et qu'est-ce que tu faisais? Le patron me faisait monter dans le bus avec les touristes. Je faisais rire les Américains, ils me donnaient des bonbons et des chewing-gums. Tu étais un peu acteur. Ils m'achetaient des cartes postales. Je leur disais tout. Allez, tout le paquet est à vous pour $1, les 10 cartes postales. $1, ça faisait 65 piastres. La vie n'était pas chère. Aujourd'hui, tout a augmenté. Pourquoi vous klaxonnez pour rien? Une voiture peut arriver sans qu'on la voie. Je croyais que la loi vous obligeait à klaxonner toutes les 30 secondes. C'est comme une coutume. Mais soudain, les mots me manquent. Une pyramide. 7000 siècles te font face. Voici l'entrée des grandes pyramides. Le plus beau site du monde. Farak avait raison. On se sent tout bizarre quand on se retrouve devant un spectacle qui vous a fasciné durant des années. Difficile de trouver ses mots. Je suis très impressionné. Même à cette distance, on est sous leur emprise. Je sais que j'ai énormément de chance d'être ici, alors que pour beaucoup, les pyramides resteront inaccessibles, sauf à la télévision.
J'aurais pu passer la journée à les contempler, mais Farak avait d'autres projets en tête. Son cousin, son oncle ou son neveu, je ne sais plus, propose des excursions à dos de chameau ou à cheval. Et je n'allais pas tarder à goûter moi aussi à cette activité souvent cataloguée parmi les pièges à touristes. Tu veux que je monte sur son dos? Non, ça n'a pas l'air de l'enchanter. Si, il te souhaite la bienvenue. Je sais pas si ça va aller. Super, tout baigne. Je sais pas si j'ai une assurance pour ça. Regardez, c'est moi. Quand on y réfléchit, la situation de Gizeh n'est pas si mauvaise. Elle offre une source de revenus considérable à ses habitants, qui ne s'y trompent pas. Les soldats sous-payés à l'affût de révolutionnaires armés de Kalachnikov arrondissent leur fin de mois en organisant des visites de dépôts normalement interdits au public. Et pour un petit billet, certains sont prêts à détourner le regard lorsqu'un touriste photographie avec flash un hiéroglyphe vieux de 5000 ans. Les habitants de Gizeh excellent dans ce commerce. Et certains, comme le mentor de Farak, ont même abandonné leur carrière pour revenir ici. Nous avons d'ailleurs rendez-vous avec cet homme qui a tout appris à Farak. Que lui avez-vous appris, l'anglais? Non, pas l'anglais. Je lui ai appris à être sociable, discuter avec les gens. Alors être agréable et ne pas être trop gourmand comme certains. Il est intelligent, il comprend très vite. Vous êtes de la famille ou de la grande famille de Gizeh? Ce qui est intéressant dans notre région, et parce que c'était comme ça en Égypte, c'est qu'il y avait beaucoup de mariages entre cousins. Donc les gens sont tous plus ou moins apparentés. C'est le cas pour vous? Pour tout le monde ici. Et Farak est un cousin au deuxième degré ou un neveu? Oui, un cousin. Mais si je cherche un peu, je vais peut-être découvrir que c'est mon frère. Mon père fréquentait beaucoup sa maison, je plaisante. Donc pas vraiment de certitude. Adèle a aussi commencé à travailler à l'âge de 9 ans. Mais il lui a fallu du temps pour se rendre compte que Gizeh était son seul chez lui. Après le lycée, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Je me suis inscrit à Palo Alto, en Californie, pour poursuivre mes études. Après mon diplôme, je suis parti à l'université de San José pour un cursus en informatique. Et après avoir été diplômé, j'ai travaillé pour une grosse société. Mais l'Égypte me manquait, donc je suis revenu et me voilà aujourd'hui. Après cet interlude, Farak a proposé de m'emmener chez lui. Ça a l'air lourd. Tu as un âne? Moi? Non. J'habite au premier étage. Tu le sauras pour la prochaine fois. Entrez, faites comme chez vous. Merci. Excusez-moi un instant. Ouaïda, l'épouse de Farak, est aussi guide touristique. Mais son travail n'a rien à voir avec les petits extras de son mari. Sa carrière est beaucoup plus lucrative. J'ai essayé de savoir quel genre de mari était Farak, mais elle lui est restée très loyale. Je n'aime pas quand les œufs ne sont pas bien frits. La plupart du temps, je ne le crois pas. Et vous, il est sérieux? Vous pouvez lui demander sans moi et vous me direz après. T'as pas besoin de t'absenter là? Non, désolé. Comme tous les enfants de Gizeh, ceux de Farak commencent déjà à apprendre les bases du commerce. Bravo, très bien. De retour en centre-ville, je constate que le vendredi après-midi, les gens ont bien écouté l'appel à la prière. Les terrasses des cafés sont désertes et les serveurs vont certainement rivaliser d'attention pour que je m'installe à l'une de leurs tables. Quand on s'assied à la terrasse d'un café, on a du mal à imaginer que l'Égypte est un État séculier ou que la religion la plus ancienne pratiquée ici n'est pas l'islam mais le catholicisme, avec l'église copte.
Apparemment, la population copte égyptienne est relativement importante et formerait une élite économique et administrative. Mais l'Égypte est malgré tout considérée comme un pays musulman. En descendant une des rues principales, j'ai remarqué que la plupart des hommes avaient des marques sur le front. On m'a vite appris que c'était là des preuves de piété résultant du pouvoir de la prière. J'ai été très impressionné. Mais l'Égypte est loin d'être le plus traditionnel des pays du monde arabe. J'ai l'impression que les choses bougent aussi, et que les changements de cette société se retrouvent certainement dans la publicité. Farah, qui connaît tout le monde au Caire, même si la ville compte 16 millions d'habitants, m'a fait rencontrer Amal El Masri, directrice générale d'une prestigieuse agence de publicité. À cet endroit, il y a énormément de panneaux publicitaires. On est sur la place Tahir. C'est une des plus grandes de la ville. Certaines sont là depuis des années. Ça se voit à la peinture sur les façades. Regardez ici, la pub est directement peinte sur le mur. On dirait un genre de grande chaudière. Je crois que c'est plutôt une pompe. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, franchement? Ça vous plaît? Regardez celles-là qui sont plus bas. Elles sont excellentes. En fait, ce qui me déplaît, c'est ce manque de régulation. Toute cette pollution visuelle. Le concept de la pub sur support extérieur me va tout à fait. Mais là, c'est trop. Et là, c'est un endroit les plus chargés en pub. Mais c'est drôle, parce que c'est très hétéroclite. On a des pubs récentes, à côté d'autres qui sont là depuis des années. Les directives à suivre pour censurer la publicité sont encore peu utilisées. Et on dirait que les agences savent pertinemment comment détourner toutes les contraintes. Voici un magazine féminin type. On y retrouve toutes sortes de pubs, pour la maison par exemple. Ça ne parle que d'enfants. Oui, de la famille. La vie de famille se résume aux enfants. Le rôle de la femme est étroitement lié à la famille et aux enfants. Impossible de les dissocier. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Plutôt sexy. Qu'est-ce qui caractérise ces magazines? Le contenu est quasiment identique à celui des magazines européens. Mais il n'y aura jamais rien d'extrême. Comment les agences savent qu'elles peuvent insérer ces encarts? Elles le font et ça passe, c'est tout. Mais comment ils savent que c'est bon? Comment le rédacteur peut être sûr? Si vous regardez un peu partout, vous verrez vite que pour ce type de pub, impossible d'avoir une actrice égyptienne. Pas dans cette posture. La spécialité de son agence reste la publicité à la télé. Pour étudier le sujet, nous avons pris la direction de Zamalek, quartier prisé par les multinationales et les ambassades. Pour parler franchement, la publicité au Caire, nettement moins sexiste, a un côté rafraîchissant. Ce n'est pas dû à un féminisme radical, mais plutôt au regard de la religion islamique sur la femme. Est-ce également sur le point de changer? La façon de parler des femmes et de les montrer suit des règles établies. Évidemment, on doit éviter tout ce qui est grivois, provocateur. La tenue, le comportement, tout doit être décent. Tout est contrôlé. La marge de manœuvre est très étroite. Le sexe est-il utilisé pour vendre, même de façon moins explicite? De façon très indirecte. Mais ça fait toujours partie de la recette. Les objectifs, les émotions qu'on cherche à susciter sont les mêmes partout. Les bases sont les mêmes. Tout repose sur la façon de véhiculer le message et de le montrer. Ça ressemble au développement qu'a connu la publicité ailleurs. Mais ici, ça intervient plus tard et plus vite. C'est bien d'être là au bon moment. J'avais prévu de faire un tour en ville dans la soirée avec Farah. J'ai demandé à Amal si elle aimerait se joindre à nous. Mais quand je lui ai dit où nous comptions aller, elle a poliment décliné mon offre. En Égypte, hommes et femmes ne sortent généralement pas ensemble. Et certains passe-temps ne s'adressent tout simplement pas à elle.
J'espère que ça te plaît de découvrir la ville avec moi. Au Caire, les automobilistes ne respectent pas les feux de circulation, font hurler leur klaxon toutes les 2 minutes et conduisent au milieu de la route. Et ils ont aussi le sens de l'économie, même la nuit. Tu as allumé tes feux. Bonne nouvelle, les essuie-glaces fonctionnent. Ce qui va beaucoup nous servir au Caire. Nous arrivons à Saïda Zeynab, un quartier qui semble ne pas avoir changé au fil des années. Ça commence ici. On trouve tous les plats typiques des plats orientaux, comme les boulettes de viande de chameau. Et là, c'est pour prendre le café. Tu vois, les gens s'installent aussi pour regarder la télé. Les gens ici sont très amicaux. Là, c'est encore un café. Ils regardent un film. Il n'y a que des hommes, aucune femme ne va au café. Elles n'ont pas le droit d'y aller? Si, elles peuvent, mais pas tard le soir. Celles qui vivent à l'européenne font ce qu'elles veulent. Où sont les femmes égyptiennes à cette heure? À la maison? Oui, elles s'occupent de leurs enfants et de la famille. Pendant que l'homme regarde la télé et se détend. Ah, on peut se garer ici. Bonne idée. Au milieu de la route? T'inquiète pas, on est très bien garés. En voiture, Farak est lui-même. Mais une fois sorti, il ne peut s'empêcher de reprendre son rôle de guide. C'est un de nos restaurants. Encore des cafés. Nous arrivons enfin à destination. C'est le Hawa, l'endroit où les hommes se réunissaient pour boire le thé et fumer en écoutant des poètes relatant d'héroïques exploits. Aujourd'hui, ces endroits ont peu changé. Les hommes viennent toujours y boire le thé et fumer. Seules les histoires d'héroïsme ont été revues et corrigées par le cinéma de Hong Kong. Dans les rues, la vie suit son cours. Farak, toujours prêt à me faire découvrir la vie égyptienne, me propose de fumer du tabac parfumé à la pomme, avec une chicha. Tu devrais essayer. Si tu fumes, t'auras pas mal à la tête. Oh, si, un peu quand même, j'ai mal là. Même ici, la circulation ne ralentit pas. Au Caire, impossible d'échapper au bruit. Je peux avoir du thé? C'est pour toi. C'est du thé égyptien? Oui, oui, 100% égyptien. Vous avez recréé le Caire chez vous. Il y a ici tous les objets que vous trouvez dans un genre de marché aux puces. Il faut y mettre un peu d'ordre en général, on ne veut rien jeter de tout ça. Ça reflète le Caire? C'est tout ce dont les gens ont voulu se débarrasser. Des choses qu'ils ne voulaient plus et qui ont fini aux puces. Le Caire est plein d'endroits merveilleux. Oui, il y a plein de coins et recoins à découvrir. Énormément. Et l'histoire du Caire est aussi très riche. La ville est vieille de plusieurs siècles. Youssef Abaghi est ce qu'on pourrait appeler un archéologue urbain. Il est tellement passionné par la ville du Caire et son histoire qu'elles sont devenues une partie essentielle de son art. Sa relation avec le Caire est très complexe. Ville de sa naissance et de son enfance, il l'adore. Mais elle sait aussi le rendre fou. C'est facile de vivre au Caire et d'être inspiré. Oui, c'est une grande source d'inspiration. Mais je pense qu'il n'est pas facile d'y vivre. C'est extrêmement bruyant. Il faut des nerfs d'acier. Et vous en avez? Je ne sais pas. Vous voulez que j'ouvre la fenêtre? Vous voulez voir ce que ça donne? Oh, c'est pas si terrible. Pour préserver sa santé mentale, Youssef doit se soustraire à la folie urbaine. Son oasis se trouve à une demi-heure du Caire, mais il a décidé de m'emmener ailleurs. Le calme qui se dégage de cet endroit est d'ailleurs presque choquant. Comment dégoter un coin si calme dans une ville surpeuplée et si bruyante? C'est simple, emménager dans un cimetière.
Donc il n'y a que des tombes. Oui. C'est la cité des morts. Les tombeaux ont été très espacés pour que les familles puissent se recueillir tranquillement et même passer la journée auprès des défunts. Au fil des ans, les tombes ont été laissées à l'abandon et les sans-abri sont venus habiter le cimetière. Vivants et morts reposent ensemble chaque soir depuis 700 ans. C'est là la plus belle vue du Caire que j'ai pu admirer. C'est aussi une tombe, ça? C'est le tombeau d'un soufi, un poète et un saint. Le gouvernement tolère que les gens habitent là. C'est parce que la ville a besoin de logements et que s'il les force à partir, ils n'auront nulle part où aller? Peu de gens vivent ici, en fait. Ceux qui habitent ici se sont installés près de tombeaux qui ne sont plus visités par les familles. Et à quand remonte ta dernière visite? À 2 ou 3 mois. Et quand tu viens, tu fais quoi? Je viens pour le thé, celui de l'après-midi. Le thé avec les morts? Pour une fois, une impression de paix se dégage de la ville. Personnellement, j'ignore si je pourrais habiter dans un cimetière. Mais si l'on considère que le reste de la ville est enveloppé par des nuages de smog et de pollution, peut-être que la transition se ferait facilement, comme pour ses habitants. De l'air pur, le calme, la paix. C'est ce qu'ils apprécient? Rien ne les effraie la nuit? Non. C'est ma dernière nuit au Caire. Farag s'est mis en quête d'autres touristes et j'ai prévu de dîner tranquillement. Dans des circonstances plus normales, cela aurait été l'idéal pour terminer un séjour. Mais là, j'ai l'impression d'être le dernier invité à une réception de mariage, comme si les traiteurs étaient impatients de me voir terminer pour pouvoir ranger. Mais peu importe, cette ville a un effet bizarre sur moi. Je me sens à la fois plein d'énergie et en même temps assailli par la mélancolie et une étrange attente. Farag avait peut-être raison de dire qu'il m'arriverait quelque chose. Ce n'est pas lié aux pyramides, mais plutôt au fait de me retrouver dans cette ville mythique, où 16 millions d'habitants vaquent pourtant normalement à leurs occupations. J'ai décidé de quitter le milieu urbain pour m'aventurer au cœur du pays. Maintenant, c'est le Nil qui va me transformer, c'est ça? Je t'enverrai une carte postale. Merci, bonne chance. Farag ne serait pas Farag s'il n'avait pas un oncle possédant une felouk. Et après tout, l'essentiel, c'est de rester à flot. Regardez, c'est moi sur le Nil. Passeport Mégalopole, tout de suite sur Escale. Les sauveteurs de Bondi sont jeunes, beaux et musclés, certes, mais ils sont aussi très efficaces. Sur la plage la plus en vue de Sydney, ces secouristes en maillot sont sollicités du matin au soir. Entre 2 alertes aux requins, une disparition ou quelques malaises, ils n'ont pas le temps de souffler. Un hameçon noir. Plein sud. Les dessous de Bondi, c'est en exclusivité sur Escale. Les sauveteurs de Bondi, demain à 15h30 sur Escale. Mesdames, Messieurs, enfin une bonne nouvelle, BIS Télévision invente la télévision par satellite moins chère. Pour 4,90 € par mois et sans aucun engagement, recevez les 6 grandes chaînes nationales, plus les 11 chaînes de la TNT, et une sélection des 13 meilleures chaînes du câble et du satellite, et en option, des chaînes cinéma adultes et étrangères. Contactez le 0825 02 02 02. Escale, partenaire des Enfants de la Mer, le premier rendez-vous citoyen du développement durable. Dans le décor exceptionnel d'Argelès-sur-Mer, vivez 6 mois d'animation, de manifestations et d'expositions du 3 avril au 27 septembre. Comment sensibiliser les enfants et les plus grands de l'importance de leur comportement pour l'avenir de la planète?
Appelez le 0892 05 14 14 ou envoyez mère par SMS au 6 10 72. Vous gagnerez peut-être une semaine en famille en cottage à l'Étoile d'Or à Argelès-sur-Mer en pays Pyrénées-Méditerranée. BIS Télévision. Contactez le 0825 02 02 02. De l'Alaska à l'Himalaya, les montagnes conservent leur part de mystère. Ceux qui les peuplent en détiennent jalousement les secrets. Népal, Tibet, Inde du Nord, Canada, Escale vous livre les mystères de la vie au sommet. Cap sur les peuples des montagnes, aujourd'hui à 16h30 sur Escale. Bonjour et bienvenue pour ce passeport consacré aujourd'hui aux mégalopoles. Vous comprenez bien que mégalopole signifie ville tentaculaire, ville qui peuvent faire peur parfois, comme ici à Tokyo. Et ce que je vous propose, c'est tout de suite de regarder le sommaire en images. Et la curiosité du touriste est parfois payante, regardez. Les mégalopoles, ces villes gigantesques, donnent tout simplement le vertige. Pour commencer, petit tour d'horizon des gratte-ciel les plus impressionnants. De New York à Londres, en passant par Kuala Lumpur et Singapour, ces merveilles en hauteur rivalisent d'originalité. Enfin, clou du spectacle, la visite exclusive de Taipei 101 ne laisse personne indifférent. Ce majestueux bambou bleu turquoise domine l'île de Taïwan du haut de ses 508 mètres. De quoi faire tourner la tête. Retour à Tokyo, qui est certainement la plus grande ville du monde, loin devant Mexico. Je vais juste vous donner deux chiffres. L'agglomération de Tokyo, 30 millions d'habitants. Le centre-ville, 10 millions d'habitants. Nous sommes ici à Shinjuku, la sortie de métro, très animée, je dirais jour et nuit, surtout aux heures de pointe. Ici, les 9h du matin, les gens sont pressés, en retard, pressés d'aller travailler. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de découvrir le premier document concernant une mégalopole. Design audacieux, style avant-gardiste et innovation caractérisent les bâtiments d'exception. Les plus beaux édifices ont suffisamment d'influence pour délivrer un message, marquer le début d'une époque et changer la relation que les gens ont avec leur environnement. Dans cet épisode de Globe Guides, Megan McCormick, Justin Shapiro, Charlie Luxton, Cathy Comer et Ian Wright vous feront découvrir certaines des plus belles œuvres architecturales du monde. Nous verrons comment un mouvement architectural peut façonner des villes entières et comment le design d'un bâtiment peut avoir plus d'influence que ce qu'il abrite. Nous commençons tout d'abord avec les gratte-ciel, ces grands monuments dédiés au commerce. Les gratte-ciel définissent les villes modernes. Symbole du pouvoir des entreprises et de richesse, ces bâtiments d'exception sont au cœur de la course à la plus haute construction. Auparavant, c'étaient les églises qui dominaient l'horizon, comme pour rapprocher les hommes de Dieu. Mais à notre époque, cette course vers le ciel symbolise le désir de reconnaissance et de domination de l'homme. Les États-Unis étaient les maîtres en la matière, et New York, autoproclamée capitale mondiale, en est l'exemple parfait. Megan McCormick a retracé leur histoire au cœur du quartier des affaires. Au fur et à mesure que la population de Manhattan s'accroît, le besoin de place augmente, car après tout, ce n'est qu'une île et comme vous pouvez le voir dans le centre-ville, il n'y avait qu'une façon de construire, en hauteur. Voici le Flatiron Building, 22 étages qui ne représentent pas grand-chose aujourd'hui, mais en 1902, c'était immense.
Sa forme était la seule réponse possible au terrain triangulaire sur lequel il a été construit, où Broadway croise la 5e avenue. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, cela peut causer quelques petits désagréments. Juste au coin de Wall Street, il y a un bâtiment à la gloire des magasins bon marché, le Woolworth Building. C'est un immeuble de style néo-gothique. Et cette structure magnifique d'inspiration néo-gothique du 19e est devenue le plus haut gratte-ciel du monde. C'est un immeuble gothique qui est absolument incroyable. Frank Woolworth était le premier à se lancer, mais beaucoup l'ont suivi ensuite. En 1929, 2 clans se sont lancés dans une course au gratte-ciel le plus haut du monde. En plein centre-ville, le 40 Wall Street, construit pour héberger la Banque de Manhattan, et un peu plus loin, le Chrysler Building est un chef-d'œuvre art déco époustouflant de Walter Chrysler. Le 40 Wall Street détient le titre du plus haut gratte-ciel du monde, construit en un temps record, tout juste 11 mois. Lorsque Walter Chrysler s'est aperçu que la Banque de Manhattan allait être plus haute que son immeuble, il a fait ajouter une immense flèche pour la dépasser de 36,2 mètres. Le Chrysler Building est la star des gratte-ciels et domine l'horizon de Manhattan. Son intérieur mêle art déco, géométrie viennoise, angles aigus tirés de l'expressionnisme allemand et illumination digne du théâtre et du cinéma. Après le crash de 1929, l'architecture est devenue plus sobre et les constructions avaient une véritable utilité plus qu'un statut. Cependant, un bâtiment érigé pendant la Grande Dépression a longtemps dominé Manhattan. Le bâtiment mondialement connu de John Jacob Rascob a été construit au mauvais endroit au mauvais moment. Je sais qu'il se trouve quelque part ici. Ah, le voilà, l'Empire State Building. Construit loin du quartier des affaires, cet immeuble était voué à un échec commercial. Tout a commencé avec un crayon que Rascob tenait dans sa main. Il a demandé à son architecte William Lamb jusqu'à quelle hauteur il pouvait aller sans que tout ne s'écroule. J'imagine que la réponse a été impressionnante. L'immeuble en lui-même est un chef-d'œuvre. Il aura suffi de 13 mois et de 3400 ouvriers pour l'achever. Les New-Yorkais étaient impressionnés de le voir sortir de terre si rapidement. C'était un symbole de la détermination de cette ville, puisque pendant 25 ans, aucun profit n'a été réalisé, mais il est resté le plus haut gratte-ciel du monde pendant 40 ans. Bien que gratte-ciel soit synonyme de New York, c'est en fait à Chicago que le concept a été inventé à la fin du 19e siècle, comme l'a découvert Justin Shapiro. Les gratte-ciels de Chicago sont nés des cendres d'un grand incendie qui a complètement dévasté la ville en 1871. L'architecte visionnaire William le baron Jenney, qui rêvait de structures gigantesques d'acier et de verre, a créé le premier gratte-ciel du monde. Voici le Monadnock Building. En 1891, 20 ans après l'incendie qui avait détruit Chicago, cet immeuble était le plus haut du monde. À cette époque, la plupart des bâtiments étaient sur 5 étages. Donc, quand cet immeuble est sorti de terre, les gens étaient impressionnés. Une autre construction controversée de l'architecte Jenney était le Manhattan Building. Il est constitué d'une succession de structures verticales qui se superposent. En bas, il y a ces espaces vitrés destinés au commerce. Il y a ensuite 2 étages avec une façade en granit épais. On dirait presque que ça va s'effondrer dans ces vitrines. Puis, il y a 6 étages en briques compressées avec des baies vitrées arrondies que l'on voit là, avec toutes ces décorations en terre cuite représentant des visages et des fleurs. Mais le plus beau gratte-ciel de Chicago reste le Sears Tower. Construit en 1973, il s'élève à 443 mètres et compte 110 étages. Vous travaillez ici? Oui. D'accord, Scott. Vous travaillez dans cet immeuble? Oui. Qu'est-ce que vous faites? L'entretien des ascenseurs. Il doit y avoir beaucoup à faire, j'imagine. Vous devez souvent monter et descendre. J'ai aussi participé à la construction. Vous avez construit cette... Oui, de bas en haut. Vous étiez un des ouvriers? Oui. Voici Scott. En quelle année? En 72. Vous aviez quel âge? 25 ans. 25 ans, vous aviez l'air très costaud. Vous faisiez de la muscu? Oh, faut que je filme ça. Ah oui, c'est une belle vue. Vous sentez parfois l'immeuble bouger? Oui, on peut le sentir légèrement. Quand on va aux toilettes, on peut voir l'eau bouger.
Direction Londres, la capitale financière européenne de l'autre côté de l'Atlantique. Tout comme à New York et à Chicago, les gratte-ciels font partie intégrante du paysage. À Londres, les innovations architecturales ont permis de donner un nouveau souffle à la ville, comme nous le montre Megan McCormick. Cette ville est tournée vers l'avenir et on le remarque en voyant ses constructions contemporaines à côté d'anciens bâtiments comme ceux-là, dans ces rues médiévales. Mais mon bâtiment préféré à Londres est celui-là, le Lloyd's Building, conçu par Sir Richard Rogers, un architecte anglais. C'est l'un des bâtiments les plus chers au mètre carré jamais construits. C'est en 1976 que la construction de cet immeuble unique a débuté. Pour rentabiliser l'espace au maximum, les ascenseurs, les escaliers, le système d'aération et même les toilettes ont été placés à l'extérieur du bâtiment. En 1668, Lloyd's était une brûlerie où les commerçants persuadaient les gens riches d'assurer leur cargaison en l'échange d'un pourcentage des bénéfices. Au centre de cet édifice, il y a une salle immense d'où les courtiers peuvent voir l'étage des assureurs. Il se dresse à 76,20 mètres du sol et est coiffé d'un dôme. Le dieu de la gestion du risque a trouvé son temple. Un autre bâtiment s'est ajouté plus récemment au paysage de Londres. Le Gherkin, conçu par Norman Foster, c'est le premier gratte-ciel respectueux de l'environnement. Sa forme aérodynamique permet d'utiliser au maximum le vent dans le système de ventilation et la lumière naturelle. Il consomme ainsi 50 fois moins d'énergie qu'un immeuble de bureau classique. Charlie Luxton a rencontré Peter Rees, un urbaniste de corporation de la ville de Londres, afin de connaître son avis sur le Gherkin et la nouvelle vague de gratte-ciel en développement. Quand je regarde cette superbe maquette de Londres, il y a plein de bâtiments qui n'existent pas encore. La ville ressemblera-t-elle à cela dans 5 ou 10 ans? C'est notre intention. Nous espérons que cet ensemble de grands immeubles verra le jour à l'est de la ville. La ville ne représente qu'une petite surface de 2,59 km² et nous avons besoin de plus d'espace. Il faut donc construire en hauteur. Selon vous, dans quelle mesure le Gherkin a changé la perception des gens sur la cité de Londres et sur les quartiers où sont situées ces tours modernes? La réponse face aux grands immeubles a toujours été négative à cause de ce qui a été fait après-guerre. Des constructions à bas prix effectuées rapidement et mal conçues. Les nouveaux bâtiments en développement ont permis aux gens de comprendre que ces constructions peuvent avoir du caractère et que ce qui est haut n'est pas forcément mauvais. Actuellement, le Gherkin représente beaucoup en tant que monument. En construisant d'autres bâtiments autour, il sera forcément moins visible. Quel genre d'effet cela va-t-il avoir, selon vous? Désormais, ce sont les architectes qui viennent à nous parce qu'ils veulent toujours ajouter un gratte-ciel. Le leur. Le leur. Ils ne veulent pas que la construction d'un autre architecte vienne s'ajouter au paysage. Nous essayons de créer un ensemble. Le but étant d'avoir un ensemble de constructions individuelles. Les occupants de chaque bâtiment seront ainsi fiers d'être de ce bâtiment et ils seront tous facilement identifiables. Les pays occidentaux étaient les pionniers en matière de conception de gratte-ciel. Mais depuis ces 20 dernières années, les pays asiatiques ont rejoint la course aux plus hauts bâtiments du monde. Ici, l'architecture mêle à la fois leurs valeurs et celles de l'Occident, comme Megan l'a découvert dans le quartier bancaire de Hong Kong. Hong Kong est sans doute la ville au monde qui a le plus de gratte-ciel. La rive nord de cette ville animée n'est constituée que de gratte-ciel et abrite les constructions les plus époustouflantes. Mais nous sommes à Hong Kong, et derrière cette modernité se cachent des siècles et des siècles de superstitions. Ignorez-les à vos risques et périls. Les Chinois pensent qu'il y a plusieurs sortes de forces naturelles ou d'énergie dans nos habitations ou sur nos lieux de travail. Cette théorie joue un rôle non seulement dans notre environnement personnel, mais aussi dans la conception de ces étonnants gratte-ciel, non ? Oui, oui. Cette théorie s'appelle le Feng Shui. Et selon elle, les bâtiments doivent être dos à la montagne et face à la mer. Voici la tour de la Banque de Chine. Il y a un bâtiment entre elle et le port, ce qui va totalement à l'encontre du Feng Shui.
Au contraire, la banque de Shanghai à Hong Kong a acheté le terrain face à son immeuble il y a 130 ans de cela pour que personne ne vienne s'interposer. La banque est en accord parfait avec le Feng Shui, ce qui devrait conduire à un grand succès. Cette banque est la meilleure, c'est la vôtre? Oui. Et où est votre argent? Oh, il est en sécurité. C'est en Malaisie que se trouvent les plus hautes constructions du monde, les tours Petronas, achevées en 1997. Elles s'élèvent à 452 mètres. C'était le souhait du Premier ministre Mahathir Mohamad de créer une ville dans la ville. L'architecte Pelli a essayé d'incorporer l'architecture traditionnelle malaisienne en s'inspirant de la géométrie de monuments islamiques et de la structure du bambou. Mais les tours Petronas ne sont pas restées longtemps les plus hautes. Elles ont vite été dépassées par la tour 101 de Taipei. Meghan l'a visitée en 2003, juste avant la fin des travaux. L'extérieur du bâtiment est achevé et s'élève à 509 mètres. L'architecte de cette tour, M. C.Y. Lee, m'a fait visiter les lieux. Nous venons de dépasser le 84e étage de votre bâtiment qui sera le plus grand du monde. Que ressentez-vous quand vous venez le visiter? Je le trouve fantastique. C'est comme un rêve devenu réalité. Ah oui. Lorsque vous venez ici, vous vous rappelez quand tout cela n'était que dans votre imagination? Oui. Je crois que dans la réalité, c'est une toute autre expérience. Ce n'est pas un simple immeuble. C'est un emblème pour Taipei et Taïwan. Vous avez ressenti de la pression? Non, je crois que la pression était plus forte lors de la conception du bâtiment. Cette tour devait exprimer la culture chinoise et s'inspire donc de la forme d'une pagode et ressemble à un bambou majestueux. Un bambou? Un bambou, oui. Cet édifice ne sera pas uniquement une icône pour la ville, mais dans le monde aussi. Pendant quelque temps, du moins. Oui, mais vous faites partie de ces grands architectes qui l'ont conçu. Et cette course au plus haut bâtiment du monde se poursuit à Shanghai, en Chine. Shanghai est la plus grande ville et le centre financier du pays. Elle semble être sans cesse en construction et en renouvellement. La ville compte déjà 4000 gratte-ciel et 1000 autres s'ajouteront au paysage d'ici 5 ans. Le centre financier mondial de Shanghai se trouve dans la tour 101 de Taipei. Une fois finie, elle s'élèvera à 491 mètres et battra sa voisine, la fameuse tour Jinmao. Tant que les architectes pourront réaliser leurs rêves, la liste des plus hauts gratte-ciel continuera de s'allonger. Les gratte-ciel ne sont pas les seuls bâtiments à avoir un impact sur une ville. Au cours des siècles derniers, des catastrophes naturelles ont conduit à reconstruire rapidement des villes entières selon un courant architectural en particulier. L'exemple le plus connu est Miami, une ville art déco. À la suite d'un ouragan dévastateur en 1926 et de la Grande Dépression, un tout nouveau Miami pour touristes est né dans les années 30. Les architectes voulaient reconstruire la ville en suivant le dernier courant à la mode, l'art déco. Les couleurs vives, les lignes pures et les détails géométriques reflètent la révolution technologique et scientifique de l'époque. Des matières bon marché et de nouveaux matériaux de construction ont permis de construire des centaines d'hôtels en un temps record pour répondre à la demande. Aujourd'hui, Miami compte pas moins de 400 bâtiments classés au patrimoine historique de la ville, qui sont pour la plupart situés sur Ocean Drive. En Nouvelle-Zélande, le 3 février 1931, Napier a subi le même sort quand un séisme a détruit la ville. John Gocking, un amoureux de l'art déco, nous raconte cet épisode. Tout le centre-ville a été détruit en 2 minutes et 5 secondes et a été reconstruit en 2 ans, donc en un laps de temps très court. Ils voulaient construire la ville la plus moderne du monde et l'art déco était ce qui se faisait de mieux à l'époque.
Mais ils ont dû faire appel à des étudiants de l'université d'Auckland pour bâtir cette ville, parce qu'ils n'avaient pas d'architecte. Ces hommes et ces femmes ont utilisé le dernier style à la mode. C'est, contrairement à l'art nouveau, un style géométrique qui se sert de formes naturelles. Tout est né sur une planche à dessin et comporte des diamants, des cercles, des lignes droites et géométriques. Ce n'est pas très beau en fait, et tout est fait en ciment. C'est très carré, mais son charme vient de ces détails minutieux. Ce qui est étrange, c'est qu'ils voulaient tout ce qu'il y avait de plus moderne, mais ils se sont inspirés de cultures anciennes. La tombe de Toutankhamon a été découverte en 1923, et donc subitement, tout ce qui était égyptien était à la mode. Ce sont le courage et la détermination de ces gens qui ont donné naissance à ce merveilleux trésor. C'est comme un bijou. Il suffit d'en prendre soin pour qu'il soit encore plus beau chaque jour. Après South Beach à Miami, Napier est considérée comme la ville art déco la mieux conservée au monde. Chaque époque génère son propre style architectural. Sous Napoléon III, au milieu du 19e siècle, Paris a été l'objet d'un plan d'urbanisme révolutionnaire pour modifier boulevards et espaces publics. Le président Mitterrand, dans les années 80, a également voulu rajeunir la ville en faisant construire des bâtiments artistiques, comme nous l'explique Justine. Au cours de ces 2 septennats, le président Mitterrand a tout fait pour marquer le monde en commanditant un certain nombre de grands projets. Des grands projets d'architecture comme la Grande Arche de la Défense. L'idée était de l'aligner avec l'Arc de Triomphe, mais ils ont dû la construire sur un angle différent, et donc l'alignement n'a jamais été obtenu. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une construction étonnante. La Grande Arche de la Défense a été achevée en 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution française. Depuis, c'est devenu une attraction touristique incontournable, surtout pour la vue au sommet. La place de la Bastille est également un fort symbole révolutionnaire, car c'est là que la Révolution a commencé. Ce quartier est considéré comme un quartier populaire de Paris. C'est pourquoi François Mitterrand a décidé d'y faire construire son opéra. Cependant, cet opéra est considéré comme le plus controversé de ces grands projets de par son coût élevé et tout simplement parce que la plupart des gens ne peuvent pas se payer un billet. La Bibliothèque nationale est un ensemble de bâtiments ressemblant à 4 livres ouverts. C'était le dernier grand projet de Mitterrand avant sa mort survenue en 1996. Certaines personnes le trouvent à la taille de l'ego de l'homme qui l'a voulu. Moi, je le trouve magnifique. Mais ça ne semble pas être conçu pour être une bibliothèque et accueillir des gens. Les livres sont conservés dans ces tours vitrées qui ressemblent à un four en été et le public n'a accès qu'au rez-de-chaussée. Mais plus de 10 millions de livres sont dans cette bibliothèque et vous pouvez être sûr que celui que vous recherchez a déjà été emprunté. Au cœur de Paris, Mitterrand a voulu ajouter une œuvre très controversée au musée le plus visité de la ville, datant du XVIIe siècle, le Louvre. Cette pyramide futuriste servant d'entrée au musée juxtapose classique et ultramoderne. Elle a provoqué la fureur à son inauguration, mais aujourd'hui, les touristes viennent autant pour l'admirer que pour les œuvres d'art qui sont exposées dans le musée. Tout au sud, à Singapour, le verre a encore une fois été utilisé dans l'architecture de ce bâtiment destiné à l'art, comme Cathy Comer l'a découvert. L'esplanade du théâtre est la dernière nouveauté sur les bords de la rivière. Elle a été construite sur le terrain qui a été asséché au niveau de la bouche de la rivière de Singapour. Ces 2 dômes acérés abritent le Centre national des arts et a vu le jour au bout de 6 ans. C'est un ajout bien visible au paysage de la ville et un nouveau signe distinctif pour Singapour. Sur ces toits très reconnaissables, il y a plus de 10 000 panneaux de verre de forme pyramidale. Chaque panneau est disposé selon un angle précis pour que la lumière pénètre dans le bâtiment et que la vue sur l'extérieur soit idéale. C'est incroyablement intelligent, c'est une œuvre d'art vraiment épatante.
Comme si cela n'était pas assez futuriste, Ian Wright a été voir le musée d'art contemporain au Brésil. Le musée d'art contemporain de Rio est un des bâtiments les plus modernes. C'est un exemple parfait d'un Niemeyer, ou plutôt de ce que le célèbre architecte au Brésil, Oscar Niemeyer, peut faire. Il l'aurait dessiné dans un restaurant et se serait inspiré d'une coupe de champagne. Personnellement, je crois qu'il a dû faire la rencontre du troisième type. Quelle que soit son inspiration, cette construction n'a vraiment rien de terrestre. L'architecte nord-américain Frank Gehry est réputé pour avoir conçu certaines des œuvres architecturales les plus connues de ces dernières années. Ses murs incurvés et ses toits asymétriques sont son signe distinctif et semblent défier les codes de l'architecture moderne, comme ici, à Los Angeles, à la salle de concert de Walt Disney. Mais son œuvre la plus connue est le musée Guggenheim, à Bilbao, au nord de l'Espagne. Ces formes fluides de titane ressemblent à un bateau ou à un poisson écailleux, un thème idéal pour le port de la ville. Le musée a joué un rôle clé pour remettre Bilbao au goût du jour et changer la réputation de toute cette ville. Le bâtiment artistique le plus célèbre du XXe siècle est l'Opéra de Sydney, qui aujourd'hui est une véritable attraction touristique. Justin a appris beaucoup de son élaboration avec le photographe Brett Boardman. Ça ressemble à un appareil de professionnel. La lumière est bonne? La lumière est idéale, mais ça n'a pas vraiment d'importance avec ce bâtiment. On peut le photographier à toute heure du jour ou de la nuit. De n'importe où dans Sydney, la photo sera toujours bonne. C'est comme si on ne pouvait pas en faire une mauvaise photo. C'est fantastique. Vous voyez bien? Oui, la perspective sur les tuiles est superbe. Oui, d'ici on ne peut pas voir comme tout l'assemblage de ce bâtiment est minutieux. Et quand on le voit d'ici, on a l'impression que c'est de la peau. On dirait de la peau de lézard, de reptile. Combien a-t-il coûté? Il a coûté un peu plus de 100 millions de dollars australiens, ce qui était plus que le budget initial qui s'élevait environ à 10 millions de dollars. Au départ, c'était une sorte de concours d'architecture mondiale qui a été remporté par un jeune architecte danois, Jorn Utzon. Ça ne s'est pas passé sans encombre. Le gouvernement s'inquiétait des dépassements de budget et du temps que prenait la construction. Malheureusement, Utzon a été remercié. Il a dû abandonner cette œuvre. Il n'a jamais touché l'argent qu'on lui devait. C'est incroyablement triste. Il n'est jamais revenu dans ce pays pour la voir. Il n'a jamais vu ce que beaucoup qualifient comme l'un des plus beaux monuments du XXe siècle. Même si l'architecture de pointe n'est pas aussi rentable que l'architecture classique, nos villes seraient beaucoup moins riches sans ces bâtiments d'exception qui embellissent leur paysage.